Michel Robert, qui est professeur à l'Université de Montpellier, à Polytech, entre autres, et qui est également directeur du CINES. C'est le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. C'est ça. Donc je vais lui laisser la parole et il va vous parler de la sobriété numérique. Donc comment réduire nos émissions en partant sur le point de vue du numérique. Merci. Bonsoir à tout le monde, effectivement. Vous m'entendez? Oui, manifestement. Donc je vais démarrer cette conférence qui donc va parler de numérique responsable. Et j'attaque immédiatement en vous présentant ce que je fais. Je suis un ancien élève de Polytech, je fais pas mal de choses, et à l'instant T, donc je suis directeur du CINES. C'est dommage par rapport à la qualité de l'image. Donc le CINES, c'est un centre national pour l'enseignement supérieur et la recherche qui a plusieurs missions. On héberge des serveurs, on fait de l'archivage numérique de données, et surtout, on dispose du calculateur le plus performant de France et un des plus performants au monde. C'est le calculateur Adastra qui a été inauguré il y a quelques mois. La photo est là. Donc, c'est des calculateurs de nouvelle génération qui permettent d'avoir des vitesses de 70 pétaflops. 70 pétaflops, on va voir ce que c'est. Je vais vous donner quelques chiffres pour rappeler les ordres de grandeur. Et donc, voilà, c'est ma responsabilité. Et dans ces enjeux autour du numérique, du calcul, les data centers, tous ces éléments, il y a des questions importantes sur l'énergie notamment. Ça, c'est un rappel historique. Le premier ordinateur électronique avait des tubes à vide avant le transistor et avant les circuits intégrés. La performance en 1946 était 5000 additions par seconde. En 1980, quand le CINES a été créé, on était à 5 MIPS. MIPS, c'est millions d'instructions par seconde. Et aujourd'hui, on arrive à 75 pétaflops. Et 75 pétaflops, c'est 10 milliards de fois la performance de la machine d'il y a 40 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des accélérations vertigineuses. Et une des raisons actuellement, c'est tous les débats sur l'intelligence artificielle et tous les besoins de calcul sur ces sujets. Alors on va commencer simplement. Vous rentrez à l'université, donc ce n'est pas les cours habituels, c'est une conférence. Et donc, il est important de noter quelques ordres de grandeur. Alors, il y aura un petit QCM à la fin. On m'a demandé des questions. Je ne sais pas lesquelles auront été sélectionnées. Elles seront très simples. C'est des ordres de grandeur qui sont quand même importants. Vous avez tous des téléphones, des portables, et dont vous manipulez des images, des vidéos. Voilà. Donc, je ne veux pas révéler, mais ce sont des éléments relativement simples. Alors, vous connaissez donc en haut, le nanomonde, c'est ce qui permet de faire des circuits intégrés. Micromètre, nanomètre, 10-9 mètres. Ça, c'est la physique qui permet d'avoir les composants les plus complexes aujourd'hui. Ensuite, vous avez le monde numérique, où là, eh bien, les facteurs, vous êtes peut-être moins habitués, kilo évidemment, méga, giga, milliard, puis téra, je vais parler de téra, donc 1 téra, c'est 1000 milliards, 10 puissance 12, 1 péta, c'est 10 puissance 15 millions de milliards. Et l'hexa, on va parler beaucoup d'hexaflop, c'est la puissance aujourd'hui de la machine la plus performante au monde. Un hexaflop, c'est une machine qui fait 1 milliard d'instructions par seconde. Vous avez en bas la suite par rapport aux données qu'on manipule dans les data centers, c'est le zeta. Le zeta, c'est les quantités de données astronomiques quand on observe l'univers, quand on veut faire donc des analyses avec beaucoup de données. Un livre en format EPUB ou PDF, c'est à peu près autour d'1 méga. Une image, c'est quelques mégas, ça dépend de la précision, mais avec 1 méga, on sait quand même avoir déjà de belle qualité. Et giga, c'est ce qu'il faut pour des films. Le plan de l'exposé, c'est 4 portes. La première porte à gauche, ça va être un regard sur l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique tel que vous le connaissez? La seconde porte, ça va être donc de décrire effectivement les caractéristiques du monde numérique dans ses connotations matérielles et immatérielles. La troisième porte, ça va être une discussion autour des impacts du monde numérique et on va voir qu'il y a des impacts qui posent de sérieux problèmes quant aux ressources, quant à l'énergie nécessaire. Et la quatrième porte,
c'est une porte tournée vers l'avenir. Donc je me suis projeté en 2040 environ, c'est-à-dire quand vous serez en plein exercice de votre carrière, vous serez amené à changer de métier, certainement, au vu des évolutions, mais l'idée, c'est de voir des éléments à connotation plutôt optimiste dans un contexte qui n'est pas simple. Donc, attaquons par la première porte, la seconde. Donc la première porte, c'est comment on est passé de la tablette d'argile aux tablettes numériques. Ensuite, le monde numérique d'aujourd'hui, avec des objets que vous connaissez bien et ce concept de cloud. Le cloud, ce nuage dans lequel on va avoir des échanges et des stockages de données. La porte noire, vous allez retrouver facilement, et c'est ce que vous allez apprendre dans votre formation pendant les 5 ans, c'est-à-dire les impacts, c'est du minerai, de l'eau, des émissions par tout ce qui est énergétique, du CO2, et quelque part, vous savez très bien, des enjeux sur le réchauffement climatique actuel. Et donc, comment naviguer dans ce monde-là pour comprendre les menaces et les opportunités. Donc j'attaque. Un raccourci assez simple, il faut suivre les flèches. Donc il y a 5000 ans, dans un contexte où l'Homo sapiens s'était sédentarisé, il y a environ 12 000 ans, eh bien, les civilisations se sont construites progressivement. Et pour des échanges, du calcul au départ, et puis des textes, donc il y a eu donc des premières écritures, il y a 5000 ans, en Mésopotamie, donc à Sumen exactement, les premières tablettes sur argile. Puis du parchemin, puis du papyrus, puis des livres. Et il y a eu un gros choc, il y a 500 ans, l'invention de l'imprimerie, qui a permis de développer tout ce qui est distribution de connaissances. Et puis, il y a eu effectivement l'arrivée de l'électrique, des machines à écrire, puis du numérique. Et aujourd'hui, vous savez très bien, y compris le stockage d'informations, il va se faire dans ces fameux clouds, donc dans les data centers. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, 3 disciplines qui sont enseignées à Polytech, l'électronique, les télécoms et l'informatique, leur convergence a conduit à des objets qui sont aujourd'hui entre vos mains. Je passe assez vite sur ça. C'est simplement, bon, on ne voit pas très bien, vous montrer ce qu'étaient les écritures cunéiformes. Une baguette, de l'argile, un peu d'eau, et on obtient donc une écriture. Ça sèche, et c'est les tables qui sont aujourd'hui dans les musées, donc c'est de l'archéologie. Ce que je vais vous montrer là, c'est l'accélération vertigineuse depuis 5000 ans. Donc, la bibliothèque d'Alexandrie, on est moins de 2300 par rapport à nos jours, pour mesurer les impacts d'une technologie, la tablette, les premiers éléments type papyrus ou parchemin, il a fallu plusieurs millénaires, puis plusieurs siècles. La révolution ensuite des moines copistes, c'est effectivement la propagation de l'écriture, des connaissances, alors qu'avant c'était des moines copistes qui recopiaient à la main. Il a fallu quelques siècles aussi. Ensuite, on arrive donc à la révolution donc, industrielle, machines à vapeur, piles, dynamo, l'accès aux réseaux ferrés, électriques, téléphoniques, etc. Les impacts, toujours pareil, se mesurent encore en siècles, donc plusieurs décennies. Avec le numérique, ça commence à changer. L'impact du circuit intégré en 1957, l'évolution de l'informatique et autres, on va parler de décennies, c'est-à-dire que l'impact pour toucher un maximum de personnes sur la planète, ça s'est fait en quelques décennies. Aujourd'hui, c'est l'explosion du nombre d'objets numériques connectés. En moyenne sur la planète, c'est entre 8 et 10 sur la planète. Hein, tout le monde n'a pas les mêmes accès aux technologies. Et ce qu'on a vu l'année dernière, il y a 1 an pratiquement, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, OpenChatGPT, l'impact, il s'est mesuré cette fois en mois. C'est-à-dire qu'en quelques mois, plusieurs millions de personnes ont été touchées par ces technologies. Donc ça, c'est un point que vous devez intégrer pour la suite, c'est-à-dire une accélération un petit peu folle
et en même temps la nécessité de saisir les menaces et les opportunités. Un petit coup de marche arrière, l'informatique des années 70, du temps du recteur du Montet, dont la plaque est là, c'était des cartes perforées, et puis des supports magnétiques, et puis toutes ces technologies qui arrivent à ce que vous connaissez aujourd'hui, et ça pose une vraie question sur la préservation de la mémoire numérique. C'est un point vraiment important. Qu'est-ce qui va rester, effectivement, des éléments qu'on stocke plus ou moins rigoureusement? Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est quelques découvertes importantes. Alors comme ça peut paraître assez rébarbatif, mais c'est des points importants de l'histoire des sciences techniques. Il est important que vous compreniez comment s'est fait l'histoire des sciences et techniques. Donc je n'ai pas le temps évidemment de tout détailler. J'ai pris à partir du début du XIXe siècle des points importants qui amènent aujourd'hui à faire des iPhones. L'affaire a démarré dans cette période-là et je l'ai mise en évidence en couleur, c'est-à-dire en vert, c'est toutes les évolutions de la téléphonie, des premiers relais électriques aux centraux téléphoniques, etc., etc. En rouge, c'est les mathématiques comme l'algèbre de Boole, la machine de Turing, et puis rapidement l'informatique, des machines, des algorithmes, des langages, du calcul intensif, du cloud, de l'intelligence artificielle. Et l'électronique, c'est les supports matériels qui ont permis de faire des circuits intégrés, dont la complexité aujourd'hui, sur une puce de silicium dans vos téléphones, il y a plusieurs milliards de transistors, et sur les gros ordinateurs, les puces les plus complexes aujourd'hui, elles dépassent les 50 milliards de transistors. Donc voilà cette complexité qui a permis d'arriver à cette convergence. Cette convergence à gauche, c'était un schéma qui disait qu'un jour, on aurait peut-être dans un même objet de l'appareil photo, de la vidéo, des jeux, de l'informatique, un GPS et tout ce qu'on peut imaginer. Cet objet, il existe depuis 2007 sous la forme du iPhone, et au passage, entre 2007 et aujourd'hui, il y a eu 15 générations d'évolution. Donc tout ça va très vite. Donc, ces objets-là, eh bien, je les rappelle, ce qu'on a déjà commenté. À droite, évidemment, les consoles de jeux, les montres connectées, les caméras, des applications nouvelles comme le métavers, c'est-à-dire se plonger dans un environnement en 3 dimensions. Bon, ça peut être intéressant pour des applications médicales. Est-ce que c'est si intéressant pour les jeux? Quand on voit les consommations d'énergie, on va pouvoir s'interroger. C'est ce que je vais faire un peu plus loin. La blockchain, très importante comme technologie pour les crypto-monnaies, est une technologie aussi très intéressante pour gérer des transactions. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Et là, vous avez le logo de ChatGPT, c'est de l'IA. Et l'IA, ça veut dire de l'apprentissage, donc beaucoup de calculs, donc beaucoup d'énergie et beaucoup de matériel nécessaire. La robotique, etc., etc. Alors, je vais commencer là toujours dans cette introduction à parler de questions. Je ne vais pas forcément y répondre maintenant, mais dans le cours de l'exposé, je vais essayer de répondre à la plupart. Sinon, vous me poserez des questions. Donc le numérique, il faut le définir. C'est des logiciels, du matériel et des usages. On va revenir sur les usages. Je parlerai d'usages utiles et d'usages inutiles ou futiles. C'est ensuite l'explosion du volume des données. Vous êtes des gros générateurs de données sur vos smartphones, vous prenez des photos, quelques secondes après, elles sont stockées dans des mémoires d'ordinateur, et c'est sans fin puisque beaucoup d'opérateurs offrent des formats de stockage illimités, comme Amazon par exemple. Quel est l'impact du numérique sur l'environnement? On va voir qu'il n'est pas négligeable, il y a des chiffres. Pourquoi autant de minerais? On va montrer les évolutions, et surtout on va montrer qu'on va manquer de minerais, il va falloir trouver d'autres solutions. Est-ce qu'il est possible de recycler? Vaste débat, plus ou moins, plutôt moins que plus, donc on évoquera ce sujet. Qu'est-ce que l'effet rebond? Donc je ne vais pas le commenter là, mais s'il y a la question, vous me la poserez. Qu'est-ce que l'éco-conception? Ça fait partie des solutions que tout ingénieur doit avoir dans sa mallette de maîtrise des sujets techniques. Quelle responsabilité sociétale avons-nous? Elle est importante, elle est essentielle, et quelles recommandations pour un numérique responsable? Mais le plus important, c'est la question qui est là,
quelle peut être votre propre contribution pour un monde numérique souhaitable? Pour faire court, le monde numérique d'actuel, c'est un petit peu l'anarchie. Donc, comment réguler tout ça? Donc, ce monde numérique, eh bien, il faut quand même regarder ses dimensions. Pourquoi des usages numériques? Eh bien, vous le savez, vous divertir, calculer, commercer, s'informer, se former, communiquer, partager. C'est la base même, et chacun passe évidemment beaucoup de temps sur les objets qui sont entre vos mains. Comment fonctionne ce monde numérique? Là, ça devient un peu plus subtil. Bien sûr, vous aurez le loisir d'apprendre ça progressivement dans votre formation, mais enfin, il y a les objets que vous connaissez, les ordinateurs, les tablettes, etc., les terminaux, mais le recyclage, il n'est pas terrible, et les progrès conduisent à des effets rebonds. Donc l'effet rebond, c'est quoi? J'ai un nouveau smartphone qui va plus vite, qui est plus léger, qui consomme moins, et donc c'est fabuleux. Donc on va être plus économe, mais non, parce qu'on rajoute de nouvelles applications, et ces applications vont consommer encore plus d'énergie, et c'est sans fin. Voilà, donc ça, c'est l'effet rebond qui est la nature même de nos comportements. Quelles sont les infrastructures nécessaires? Alors là, vous avez le droit de ne pas avoir tout compris, et il va falloir donc progresser sur ces sujets. Eh bien, la face cachée de l'iceberg, c'est du trafic Internet, des centres de données, des data centers, des infrastructures réseau pour échanger, et tout ça, eh bien, ça va jusqu'aux antennes sur les toits. Alors là, on en voit beaucoup, la 4G, la 5G, et tout ça, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de matériaux, des durées de vie assez courtes et beaucoup d'énergie pour faire fonctionner tout ça. Donc la sobriété numérique, pourquoi? Bien, je vous ai remis à droite tous les éléments liés à ce que j'ai dit, l'eau, les minerais, les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie, etc. Donc quels sont les besoins numériques de la fabrication d'usage? Beaucoup de quantités de minerais, des ressources en métaux et énergies fossiles limitées qui se raréfient. Chaque fois, je rajoute un petit peu plus d'informations. Donc le monde est fini. Et donc les ressources, les réserves, les ressources, vous verrez ça plus dans le détail, c'est des éléments qu'il faut vraiment considérer. Dans certains cas, on est vraiment aux limites. Quel est l'impact numérique sur la planète? Eh bien, l'impact, c'est le stress hydrique, c'est-à-dire les consommations d'eau, le GES, le dérèglement climatique, la biodiversité, la pollution des sols, etc. etc. Et est-ce qu'il y a un impact numérique aussi sur les humains? Oui. Et vous verrez que ça va de problèmes d'addiction, de santé, ça c'est les pays riches, et puis ça va jusqu'à l'esclavage, dans l'exploitation humaine, dans les pays pauvres, parce que trouver du cobalt, c'est pas comme ça, et donc c'est des gamins qui travaillent, recycler du matériel, eh bien c'est fait de manière totalement anarchique, et donc il y a une exploitation humaine préoccupante sur ces sujets, sur lesquels je reviendrai quand j'ouvrirai la porte noire. Donc, des chiffres, il y en a de partout. Il suffit de taper sur Google toutes les questions, vous aurez des chiffres. Ce qui compte, c'est quand même un travail rigoureux que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est-à-dire avoir des sources fiables. Et je reviendrai sur mes sources à la fin. Là, c'est la Commission européenne, il y a plein de rapports, qui dit que l'empreinte énergétique et environnementale numérique, c'est de 5 à 9% de la consommation d'électricité mondiale. On va faire court, le chiffre clé, c'est 10%. Parce que ce chiffre, on va bien sûr le dépasser avec l'évolution. Donc 10%. Plus de 2% de toutes les émissions. Je pense qu'on va arrondir à 5%, parce que ça va très vite, et la mesure n'est jamais simple sur ces sujets. Si on devait comparer ce que coûte en énergie et impact sur l'environnement le numérique, eh bien, suivant les chiffres, c'est de 2 à 5 fois celle d'un pays comme la France. Donc le numérique, c'est un continent qui est 2 à 5 fois la France en termes d'émissions. Donc le virtuel a une vraie réalité physique. Donc comment l'expliquer plus dans le détail? Eh bien, je vous ai mis à gauche les sciences de base du numérique, les maths, l'algorithmique, l'informatique. À droite, les technologies, évidemment, qui vont venir de la chimie, de la physique, de la microélectronique, de l'électronique au sens large, y compris les capteurs. Et au milieu, cette convergence
qui amène à avoir eh bien, du traitement du signal des images, du réseau, de l'Internet, du web, du cloud, et donc de l'intelligence artificielle, tous ces outils. Et de par les technologies utilisées à droite et de par nos usages, eh bien, voilà l'impact, toujours le même. C'est assez simple finalement. Énergie, gaz à effet de serre, eau, ressources. Un exemple concret. 30 millions approximativement de box Internet en France. Parce que le modèle, c'est une box par appartement, par maison. C'est comme si à l'université, il y avait une box par salle. Ce serait de la folie pure. Donc, on mutualise dans un campus. Là, le système économique des télécoms fait que chacun a sa box. Le problème des box, en veille, la veille est importante parce que c'est ce qui permet, par la téléphonie IP, de pouvoir téléphoner. Donc, même en veille, il y a un minimum d'activité. Cette activité consomme. Elle consomme de 5 à 14 watts pour les box les moins performantes, peu importe la marque. 14 watts, c'est l'équivalent de 4 ampoules LED à 3,4 watts qu'on trouve chez Ikea. Je ne vais pas faire de publicité, mais voilà ce que c'est l'éclairage. C'est-à-dire que l'éclairage, on a vraiment progressé. On est passé de 60 watts à 4 watts assez rapidement avec cette technologie. Et évidemment, ça veut dire que de ce côté-là, il y a un progrès. Le problème, c'est que 30 millions de foyers en France, fois 4 ampoules, ça fait 120 millions d'ampoules éclairées pour pas grand-chose toutes les nuits en France. Voilà l'équivalent. Et ça veut dire que de passer du local au global au niveau d'un pays, on doit être en mesure, quand on pilote un pays, dans sa gouvernance, se dire attention, là, peut-être qu'on va imposer une norme qui fait qu'en veille, ça ne doit pas dépasser 2 watts, pour diverses raisons. Voilà. Donc ça, c'est un cas concret qui m'amène naturellement vers le côté un petit peu obscur de la présentation, mais je vous rassure, on terminera par des notes très optimistes. Donc le côté obscur, c'est ce que j'illustre. Les déchetteries en Inde, c'est ça. C'est des gens qui respirent tout ce qu'il ne faut pas respirer. Des gamins au Congo pour le cobalt, c'est ça en haut. Donc, décidément, je suis vraiment dans le noir. J'ai rien fait, hein. Voilà. On va repartir. Donc, seconde petite pause. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est l'impact de l'humain sur l'environnement. Il a commencé beaucoup plus tôt, hein, quand avant Homo sapiens, les Néandertaliens et les autres genres humains se propageaient sur la planète, ça avait un impact sur la faune essentiellement. Quand Homo sapiens est fixé, évidemment, c'est un impact, puisqu'on se sédentarise. Mais les gros impacts ont démarré, malheureusement, au XIXe siècle. Donc là, on a 2 siècles de comportement à payer, et à payer très cher, parce que ces émissions de gaz font que, à effet de serre, donc font que voilà, ça pose les contraintes que vous connaissez, et ça ne va pas s'évacuer comme ça. Donc, j'ai mis ce qu'étaient les énergies. Tout était avant des énergies durables, sous-entendu, c'était du vent, c'était de l'eau, des moulins, etc. Puis on est devenu la civilisation du pétrole, avec tout ce que ça veut dire comme excès. Là, on nous dit qu'il y a des énergies vertes, et quand on en parlera peut-être, je vous montrerai qu'il n'y a rien de vert dans les énergies, il n'y a rien de vert dans les voitures électriques. Donc ça veut dire que j'ai mis des pointillés parce que c'est du marketing. Il y a des interpellations qui datent dans l'histoire. En 1949, donc Planète au pillage, un livre intéressant de l'époque. Et puis surtout, vous connaissez donc, il y a un point de départ fondamental qui est le limite à la croissance dans un monde fini, 1972, rapport Meadows, Club de Rome, puis les rapports du GIEC, dont on parle régulièrement, puis les COP,
Et donc les COP, ça nous amène à des engagements pour dire on va réduire nos émissions avec des calendriers plus ou moins, plutôt moins, suivis. Donc ces impacts, on va en parler dans le détail. Le premier problème, c'est qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc 8 milliards sur la planète, ça a un impact. Et cet impact, c'est beaucoup d'équipements, donc plus de, on va dire, 35-40 milliards. Mes chiffres commencent à dater, ils ont peut-être 2 ans, donc ça va à une vitesse grand V. Le problème, d'ailleurs, ce n'est pas le nombre de smartphones utilisés, c'est tous ceux qui dorment dans les tiroirs. Voilà, donc pourquoi ils ne sont pas recyclés, etc. etc. C'est les objets connectés, on va atteindre bientôt les 50 milliards. Les objets connectés, c'est vos montres, c'est tous les gadgets qu'on peut avoir, qui sont bien sûr reliés par des réseaux, etc. etc. Les antennes relais, vous voyez, c'est des millions d'antennes. Les data centers, on en compte environ 70 millions de serveurs intégrés, etc., etc. En moyenne, 8 objets par utilisateur et 11 à 15 au niveau de la France. Et ça doit être supérieur dans d'autres pays. Donc ce ne sont que des moyennes. Donc ça, c'est le Green IT. Donc c'est très sérieux. Voilà les chiffres qui donnent à peu près. Pareil, moi j'arrondis. L'énergie 10%, les gaz à effet de serre 5%, je vous l'ai dit tout à l'heure. La consommation d'eau, 10% de la consommation sur la France. Et des millions, milliards de tonnes de terre excavées. Je donnerai l'exemple sur l'iPhone tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi de l'hypocrisie. Parce que l'énergie, c'est celle que vous avez sur toutes nos prises. Mais l'eau et les ressources, ce n'est pas en France. C'est les pays qui produisent, donc en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, etc. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette affaire, l'éthique, c'est aussi de coupler notre local, un peu égoïste, dans le global au niveau de la planète. Prenons l'exemple du smartphone. Actuellement, ce que vous avez dans les poches, en moyenne, a fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver. 4 fois le tour du monde, parce qu'il y a la conception, il y a l'extraction des matériaux, la fabrication des composants, l'assemblage, en général en Asie, et puis ça fait le tour du monde. Alors la nouvelle tendance, c'est de dire maintenant, on va essayer d'utiliser les bateaux, on va utiliser moins d'avions, ok, mais ça pose la question du circuit court, et ça, c'est l'impact de la mondialisation qui a conduit effectivement à faire des endroits dans le monde, comme en Asie, qui sont les usines à fabrication, et tout ça est assez contraignant, 4 fois le tour du monde. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement ce qu'il faut dans cette diapo, vous aurez une copie des diapos, mais c'est que ce qui compte, c'est le nombre d'objets ramenés à leur émission. Donc les objets, vous les avez là, smartphones, PC, etc. J'attire votre attention sur les chiffres les plus gros. Ceux qui vraiment consomment en termes d'émissions, enfin, qui va générer du gaz à effet de serre, c'est surtout les écrans, qu'ils soient d'ordinateur, de télévision, et surtout les grands écrans. Ça, c'est terrible. Donc on arrive aux chiffres 160 pour les télévisions, par exemple. Ensuite, vous avez les smartphones. Chaque smartphone, ce n'est pas beaucoup, mais ramené au nombre de smartphones, ça fait 52. Voilà. Les ordinateurs, on n'est pas loin des 50. Voilà les gros postes de consommation. Les imprimantes aussi, ce n'est pas terrible en termes de bilan. Et tout ça, à la fin, ça fait 450 millions de tonnes de CO2 équivalent pour les émissions liées au numérique. Et dedans, il n'y a pas les batteries. L'énergie, un chiffre, parce qu'il va falloir que vous ayez en tête les ordres de grandeur, ne pas mélanger l'énergie et la puissance. Donc là, je parle de consommation, donc de production. En France, c'est de l'ordre de 500 TWh. Téra, vous vous rappelez. Hein. Qu'est-ce qui consomme? C'est surtout beaucoup d'énergie pour la fabrication et l'utilisation. C'est assez équilibré. Donc l'utilisation, c'est quand vous branchez tous vos appareils sur les prises ou quand vous utilisez Internet. Les gaz à effet de serre, l'eau et les ressources, c'est évidemment pour la fabrication. Et la vraie question, c'est la fin de vie d'un équipement.
Les data centers, voilà, tous ceux que vous voyez à Montpellier, en fait, que vous ne voyez pas, parce que c'est des bâtiments assez neutres, c'est des gros volumes, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des serveurs dans tous les sens, et donc beaucoup d'énergie. Et ça pose des problèmes à Marseille, près du port, et à Paris, parce qu'il y en a trop, et qu'il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter tout ça. Donc, est-ce qu'on veut mettre des centrales nucléaires dans certains endroits en plus pour fournir toute cette énergie? Voilà, donc ça, c'est des vraies questions sociétales. Et les data centers, eh bien, les consommations augmentent de plus en plus. Vous voyez qu'on se rapproche de la centaine de terawattheures par an. Là aussi, c'est des chiffres que je passe très vite, qui montrent quand même que les deux postes, c'est à nouveau ce que je vous ai dit, c'est les terminaux, et les data centers, ça c'est des études très récentes, c'est peut-être le site le plus sérieux à consulter, c'est l'ADEME, hein, l'Agence pour la transition écologique. Il y a des études très sérieuses avec le Shift Project, donc toutes ces associations qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Voilà, et ce n'est pas simple à mesurer. Le trafic Internet, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va plus chercher d'informations sur les serveurs à l'étranger que l'inverse. Et tout ça, c'est du trafic. Il faut passer par des câbles, il faut passer par de la fibre, il faut passer par des concentrateurs, des réseaux, jusqu'à arriver donc à chercher l'information et la récupérer. Les ressources, alors là, c'est vraiment une histoire rapide. Il suffit dans vos familles d'en parler avec vos parents, vos grands-parents et peut-être encore arrière-grands-parents pour voir l'arrivée du téléphone, 10 éléments, les premiers téléphones mobiles, 29 éléments, et vos smartphones, eh bien, c'est 54 éléments. Voilà, ça, c'est des données avec plein de métaux rares. Et un ordre de grandeur, un smartphone de 200 grammes, à peu près en moyenne, ben, c'est 200 kilos de minerais extraits. Voilà, donc beaucoup de terres excavées pour arriver à faire chaque objet. Donc vous imaginez qu'à la fin, ça pose des sérieux problèmes. Ça, c'est la table périodique des éléments. Vous connaissez? Je ne commande pas. Par contre, ce que vous n'avez pas appris jusqu'à présent, et qui va vous interpeller, c'est la déformation de cette table si on regarde sur la planète Terre, puisqu'il n'y en a qu'une jusqu'à nouvel ordre, monde fini, qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est critique. Tout ce qui est en vert, c'est abondant. Tout ce qui est en jaune, attention, le lithium par exemple, et là où il y a des petits rectangles, c'est les téléphones. Pour faire des téléphones cellulaires, eh bien, ces éléments-là, ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Et donc trouver, ça veut dire creuser plus, etc., etc. Donc ça veut dire que le rouge, c'est encore plus dur. Et le noir, et malheureusement, c'est un peu l'état de la planète aujourd'hui, c'est des guerres pour diverses raisons, mais en particulier, si vous êtes dans des zones de conflit, ça devient de plus en plus rare à trouver, dont les prix explosent, etc., etc. Donc ça, c'est pour montrer la déformation. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que le numérique, c'est pas grave. Avec tout ce qu'on a dans les tiroirs, on va tout recycler. Et malheureusement, c'est pas aussi simple. Alors, j'ai oublié que j'ai rajouté une diapo. Cette diapo, c'est pour dire simplement que je fais exprès de prendre un exemple, je sors de mon domaine, mais si vous voulez, une voiture autonome, c'est quoi? C'est du mobile, de l'électrique et du numérique. Donc cette voiture, elle a deux pompes. La pompe à énergie pour la mobilité et la pompe à données, c'est-à-dire toutes les données qu'il faut échanger si on veut qu'elle soit autonome. Cette voiture, pour le moment, ne sont pas autonomes, mais ça va arriver très vite, ou presque autonomes. Donc, si vous regardez, cuivre, nickel, cobalt, lithium, c'est des matériaux identiques pour faire de l'électronique, pour faire des batteries, etc. Un véhicule thermique, donc d'après un ouvrage qui est sorti la semaine dernière, donc, que j'ai commencé à parcourir, dans ce qu'ils nous disent, véhicule thermique, 50 kg de matériaux critiques, dont le cuivre 20 kg. Un véhicule électrique, tout vert dans la publicité, c'est 200 kg de matériaux critiques et cuivre 80 kg. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer nos usages. Et en même temps, on sait que sur le lithium, les besoins explosent, fois 40, le nickel fois 20, le cobalt fois 20 et le cuivre fois 3. C'est le prix à payer si on veut continuer à développer nos instruments électroniques et informatiques.
Voilà, donc je ne vais pas entrer en détail parce qu'il y a des spécialistes dans la salle, vous aurez des formations là-dessus. Enfin, les limites, elles sont claires. On va parler de quelques décennies. Rappelez-vous le début de l'histoire. J'ai démarré il y a 5000 ans avec la table d'argile et les impacts qui ont eu des siècles. Là, tout ce qu'on fait aujourd'hui a des impacts à effet immédiat. Et l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, je peux vous dire que c'est une catastrophe en termes de coûts énergétiques si on doit faire tourner toutes ces applications. Voilà. Et dans ce contexte-là, pour produire des matériaux. Donc, recycler, à part que recycler, tout ce qui est en rouge, on ne sait pas le recycler. Tout ce qui est suivant les couleurs, donc évidemment, le bleu et le vert, c'est mieux, mais ce n'est pas top. Et puis certains métaux, on va les recycler une fois, deux fois, pas n fois. Donc c'est une vraie question. Encore faut-il ne pas oublier que le recyclage, ça ne s'improvise pas et qu'il y a beaucoup trop de déchetterie sur la planète où on va tout brûler avec tous les éléments toxiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, d'où la notion de développement durable et de responsabilité sociétale que je réillustre par la même photo, pas la peine d'en faire 36. Développement durable, c'est-à-dire que le tractopelle que vous avez en bas, c'est tout petit par rapport à la machine la plus grande en Allemagne pour excaver des terres. Voilà. C'est tous les déchets, et c'est malheureusement la conséquence sur l'humain, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, donc là, cas de l'Inde, cas du cobalt au Congo, voilà, c'est de l'exploitation humaine, y compris d'enfants. Voilà, donc ça, c'était, je referme la porte numéro 3. Voilà, on est rentré dans un décor qui est inquiétant, mais qui fait partie de notre vie. Et donc, c'est normal qu'un ingénieur, surtout en début de formation, vous prenez conscience de ces enjeux. Et je répète, je vous donnerai à la fin quelques sites. Il y a beaucoup d'informations sur les sujets. Donc, je vais prendre la dernière porte. La numéro 4, j'ai fait un choix, c'est d'ouvrir une porte optimiste. Optimiste, notamment pour le métier d'ingénieur. Donc, je m'explique. Évidemment qu'il faudra changer nos habitudes. Surtout peut-être les plus anciens. Il peut y avoir des sentiments de culpabilité sur nos façons de voyager et autres. Enfin, vous-même, remettez-vous en question dans vos pratiques des jeux vidéo, de tout ce qu'on peut imaginer dans notre quotidien numérique. Tout ça, ça a un impact, ça se mesure. Extraire, fabriquer, consommer, jeter, voilà la société de consommation jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il va falloir aller sur d'autres modèles, réduire, réutiliser, reconcevoir, recycler. Et c'est tout à fait possible. Je vous ai mis à gauche une étiquette, je vais la commenter, c'est-à-dire être conscient de ce qu'on achète et être mieux informé. Et puis, bien sûr, vous allez apprendre à vos formations ce qu'est une analyse de cycle de vie, ce qui est un comportement beaucoup plus vertueux si on veut économiser nos ressources. Alors, question simple, est-ce que le numérique, c'est remède ou poison? Puisque j'évoquais du pour et du contre. La réponse, c'est que c'est remède et poison, et donc, comme en pharmacie, affaire de dosage entre les usages utiles et futiles. Le problème actuel, en tout cas non, la caractéristique de notre monde actuel, c'est qu'avec ces mutations technologiques, on perd et on gagne. C'est ça qui est intéressant. On perd notamment avec l'IA, sujet de beaucoup de débats, sur notre compétitivité humain versus machine, nos capacités de mémoire, évidemment, on l'a vu sur les jeux d'échecs et d'autres, mais en même temps, on gagne énormément dans des facultés de communication, de mise en relation, d'innovation, de créativité, de progrès. En médecine, c'est évident. L'accélération des découvertes, des vaccins, des médicaments, ce qu'on va appeler le jumeau numérique, c'est-à-dire simuler une maladie potentielle, trouver un médicament approprié et le fabriquer immédiatement. Ça, c'est ce qui va se passer dans ce secteur-là, et c'est une évidence que les médecins avec qui je travaille au CINES eh bien, sont des gens qui s'intéressent de très près au calcul sur le calcul, la modélisation, pour aller plus vite dans leur sujet. Alors, agir sur quoi? Sur le matériel, sur l'immatériel. Vous avez compris que cet immatériel, quand vous cliquez,
Oui, derrière cet immatériel, il y a beaucoup de matériel, et surtout sur l'humain et ses usages. Alors, pour bien fixer les idées, voici une métaphore. Donc, la vue, l'ouïe, la parole. Donc ça, c'est bien connu. Si vous faites la somme des trois avec un smartphone, eh bien, c'est notre société. Et si on veut méditer un petit peu plus, eh bien, on peut dire que le numérique nous rapproche du lointain, c'est-à-dire la planète, on communique très facilement, mais est-ce que finalement, le numérique, il ne nous éloigne pas des proches? Voilà des vraies questions à se poser dans nos comportements et aussi sur le fait de distinguer à nouveau l'utile et le futile. D'où les deux diapos qui suivent. Une sur l'utile, non, je commence par le futile et l'autre sur l'utile. Alors quel est le futile? A-t-on réellement besoin de faire de la 5G, de la 6G? Moi je réponds clairement non, par rapport à nos usages. Voilà. Par rapport au fait qu'il faille remettre des réseaux d'antennes, etc., c'est sans fin. Dans les laboratoires, il y en a qui travaillent sur la 6G, sur la 7G. Donc il faut peut-être se poser des questions de régulation. Le métavers, c'est de la folie pure. Évidemment, c'est ce que annonce Facebook, il y a plein de choses, mais enfin la consommation d'énergie dans ces environnements dynamiques en 3D, c'est de la folie pure, même si on vous dit que ça va servir à des progrès dans certains domaines. Moi, je suis très méfiant. Ce que je vous ai cité, c'est la voiture déjà autonome. Regardez chaque mot. Voiture numérique, électrique, personnelle, autonome. Pour moi, cet objet ne doit pas exister. S'il doit être produit, eh bien, ça doit être mutualisé. Qu'il y ait des flottes de voitures autonomes dans des villages et autres qui ne vous appartiennent pas, parce que le gros problème, c'est la propriété. On ne peut plus se permettre d'avoir une voiture par foyer, etc., etc. Donc, il va y avoir une mutation et une mutualisation des objets. C'est mon point de vue, surtout qu'on peut mesurer tout ça et qu'on peut faire des bilans des fabrications de ces machines. Oui, c'est des machines. Une voiture autonome électrique, c'est une machine numérique, c'est évident. Voilà des questions à se poser, et les consommateurs, ben, ça sera plutôt vous. L'utile, parce qu'il faut quand même voir les grands enjeux. Alors les grands enjeux, je commence par la fin. Ce qu'il y a de bien à Polytech Montpellier, c'est qu'on peut travailler sur l'eau, sur l'agroalimentaire, donc nourrir, sur l'informatique, sur la microélectronique, sur les matériaux, la robotique, la mécanique, et j'ai dû en oublier. Ce n'est pas l'embarras du choix. Mais moi, mon message d'ancien, puisque j'étudie comme vous, c'est de choisir en fonction de vos goûts, mais à un moment donné, d'avoir ces réflexes, quelle que soit la filière choisie, il va falloir avoir les bons réflexes et se poser des questions. Alors, notamment le monde tel qu'il se dessine, évidemment qu'il y a des enjeux pour les ingénieurs sur la santé, sur l'environnement, donc 3 mots-clés, nourrir, soigner, protéger. Les métiers et les services de demain, il faudra les inventer et ça va bousculer beaucoup de choses. La recherche scientifique et technologique, bien sûr qu'il y a des défis, des opportunités. Donc ça veut dire quoi chaque fois? Eh bien, apprendre à modéliser, calculer, simuler, apprivoiser les nouvelles techniques. L'IA est une technique, parmi d'autres. C'est de la recherche, à un moment donné, c'est devenu une technique industrielle. Elle a ses forces et faiblesses, comme toute technique. Donc, apprivoiser dans vos formations. La blockchain, on l'a vu, ça a dérapé avec la crypto-monnaie au sens de ce que ça représente en termes d'énergie, entre autres. Mais c'est très intéressant et vous allez être évidemment confronté à tous ces sujets, notamment dans les gestions de contrats. Les batteries, ben, le modèle actuel, il ne passe pas à l'échelle. Hein. Vu le nombre de voitures, vu l'énergie qu'il faudra et la fabrication, ça ne passe pas à l'échelle. Voilà. Donc un ingénieur doit être capable de faire des calculs, vous apprendrez ça, dire mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce que je sais faire en énergie? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et à la fin, est-ce que ça passe à l'échelle par le nombre d'habitants? Donc ça, c'est des vraies questions. Et actuellement, ben, ce n'est pas un secret, mais on travaille sur les gros calculateurs, et notamment le calculateur d'Astra, avec le CEA, avec le CNRS, pour modéliser les batteries de demain. Parce que, évidemment, qu'il y a des alternatives, et ça se fait dans la recherche.
L'interdisciplinarité, eh bien, ce que j'ai discuté, c'est plutôt des maths, de la physique, de la chimie, plus de l'informatique, de la microélectronique, des communications. Certainement que de demain, ça sera la même chose, plus de l'intelligence artificielle, plus de la biologie, et à un moment donné, des sciences humaines et sociales, pour rester en phase avec la réalité de nos sociétés. Les défis de l'éducation et des impacts sociétaux, bon, ben, vous commencez à voir les transformations, l'arrivée de ChatGPT, tout ça. Évidemment que c'est que le début et qu'il faudra se poser des questions. Voilà, donc ce que je veux dire, je vous ai parlé de menaces, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Alors, comment agir? Les mots-clés importants, c'est ceux-là. Donc, je vous le dis, il y aura une question du QCM là-dessus. Voilà, c'est la seule révélation que je vous fais. Donc, évidemment, il faut observer ce qui se passe. Il faut comprendre. C'est pour ça que vous allez avoir des formations. Mais à un moment donné, il ne faut pas tourner du pot. Il faut mesurer. De quoi je parle? De quelle consommation? De quelle émission? Donc, apprendre à mesurer. Et à partir de là, eh bien, c'est prendre des décisions pour éviter, pour réduire les impacts. Je vais vous montrer comment, en tant que directeur d'un centre de calcul, comment j'agis. Donc, évidemment, après, c'est des règles générales. Hein. Réduire les quantités de matériel, augmenter la durée de vie du matériel, c'est le bon sens. Revoir nos usages, optimiser la conception, optimiser l'infrastructure. Est-il normal d'avoir qu'une garantie de 2 ans sur un équipement électronique? Pourquoi payer pour avoir 3 ans de plus? Pourquoi la norme, ce n'est pas 5 ans? Voilà un exemple sur l'obsolescence programmée, entre autres. Donc, comprendre, mais l'ingénieur doit être capable de mettre en place toutes les techniques, et c'est vrai pour tous les départements de Polytech, pour mesurer, et ça, c'est, je dirais, c'est de la science et de la technologie. Donc là, je vais commenter que ce que j'ai mis en rouge, parce qu'il y en a beaucoup trop. Raisonner les usages numériques du utile à l'inutile, je pense l'avoir bien décrit. Définir des indicateurs, voilà, quels sont les impacts, etc. Comparer, optimiser, mesurer, donc je me répète, autoconsommer, sensibiliser, former, animer, etc. Donc ça, c'est des règles générales, et le mot-clé, c'est aussi de mutualiser. La production d'équipements, eh bien, ça veut dire évidemment penser éco-conception lors de la fabrication, éviter l'obsolescence, privilégier les circuits courts, circularité des ressources, permettre une maintenance efficace et allonger la durée de garantie, et information des consommateurs. Par exemple, 2 mots-clés qui apparaissent de plus en plus, et heureusement, indice de réparabilité et évidemment traçabilité. Là, je vais commenter ce que j'ai mis. Vous voyez que j'ai séparé les objets, la production et les services. Repenser les modèles de consommation, soyons clairs, éviter les forfaits à usage illimité. À la maison, il y a 3 flux. L'eau, l'électricité, le numérique. Ces 3 flux doivent être régulés par des compteurs. Ça existe, surtout s'ils sont des objets interconnectés. Et à un moment donné, ben, si vous consommez trop d'eau, trop de flux Internet, eh bien, il doit y avoir une régulation qui va dire attention, puis à un moment donné, c'est vite fait, on va réduire le robinet. C'est aussi le bon sens du bien commun partagé, parce que l'eau, l'énergie et à la limite l'accès au numérique, ce sont des biens communs. Utiliser une qualité vidéo réduite, alors ça c'est des évidences, ben, je veux dire, amis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est regarder un film Netflix à 300 km/h dans un TGV en réseau 5G. C'est une catastrophe en termes de bilan énergétique à la fin. 300 km/h, ça y va les bornes. Hein. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est aussi, ben, c'est tout bête, même s'il y a des outils qui vont vous aider, est-ce qu'on a besoin de 50 fois la même photo? Donc c'est aussi se dire, est-ce que je peux avoir un comportement plus sobre dans mon quotidien? Le sujet que j'évoque là, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Moi, j'estime qu'on doit informer sur les objets électroniques, sur les garanties, la maintenance, le recyclage, les consommations en marche et en veille, les impacts de la fabrication en eau, tout ce que je veux dire, en poids, en pollution, ça se mesure, donc on doit informer les consommateurs, les lieux de fabrication et d'assemblage, les distances parcourues. Voilà. Donc ça, ben, il faut se battre pour y arriver. Et là, j'ai une anecdote. Ma fille a fait un... qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une UT, puis un
master à l'IAE, et donc elle travaillait sur les vêtements. Et sur son stage, je lui ai soufflé l'idée de dire « invente une étiquette pour les vêtements ». Ce qui me fait plaisir, c'était il y a 5 ans, c'est de voir que le gouvernement français réfléchit, il serait temps d'adapter le Nutri-Score aussi sur les vêtements. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé aujourd'hui, il vient de Polytech, des anciens. Donc vous connaissez peut-être l'atelier Tuffery. Tuffery, ça vient de Lozère. C'est quoi? C'est des anciens de Polytech qui ont fait un circuit très court et écologique de la fabrication des jeans. N'oubliez pas que le jean, c'est un vêtement solide, exporté aux États-Unis lors des grands épisodes de la conquête et autres, au Far West. Et donc le jean venait de jean, et jean aux États-Unis, ça fait jean, d'où le nom de jean. Mais un jean aujourd'hui, c'est détestable en termes de fabrication, en termes de colorant, tout ce que vous voulez. Voilà. Et je ne vous dis pas ce qui se passe en Inde, dans les usines qui fabriquent tous ces éléments. Eux, c'est des anciens de Polytech qui ont un magasin à Montpellier. Peut-être que le jean coûte plus cher, pour le moment, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 paires de jeans? C'est aussi des questions à se poser sur la consommation, surtout pour un vêtement qui, normalement, est plus solide. Donc, j'ai mis Tuffery 48 en opposition au Levi 501, parce que 48, c'est le département de Lozère. Voilà. Et donc, j'espère pour eux que leur réussite, parce que c'est une vraie réussite, va se concrétiser à l'échelle, non pas de la Lozère ni de l'Occitanie, mais de la planète. Donc, ça, je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer en détail. Vous comprenez le sens de ce qu'on va appeler l'économie circulaire. Je vais prendre des exemples pour revenir au monde numérique. Moi, ce que je fais en tant que directeur, malgré des contraintes, eh bien, j'ai un calculateur, c'est 1,5 mégawatts. Donc, ça pose quand même des consommations, à part que c'est mutualisé sur toute la France. C'est le calculateur de toutes les universités, il y en a 3 en France. Mutualisation locale et globale, donc à l'échelle de la France. Optimisation de l'efficacité du refroidissement. Aujourd'hui, un calculateur, c'est plus climatisé. On refroidit par eau tiède, à 30 degrés. Donc ça veut dire qu'on a trouvé des technologies sobres, et la machine ad Astra est actuellement la plus performante au monde en production en termes de sobriété. Sous-entendu, avec 1 watt, je fais combien de calculs? Et la raison, c'est entre autres le refroidissement. Ceci dit, ça chauffe un peu, et bien là, on est en train, d'abord on se chauffe, et surtout on va tirer des tuyaux pour chauffer les bâtiments voisinants, notamment quand ils se construisent. Mesurer la consommation, supervision, optimisation, ce que je vous ai dit, d'abord il faut mesurer. Et ensuite, donc, optimiser les calculs. Un calcul, vous récupérez un résultat. Eh bien, dès l'année prochaine, les calculs, on va mettre le bilan carbone du calcul et on va mettre la consommation d'énergie pour réaliser le calcul. Voilà, pour sensibiliser les acteurs, surtout ceux qui arrivent avec l'IA. Gestion des données, évidemment, c'est un gros souci, tous les volumes de données qu'il faut, etc., etc. Et puis, vous voyez, là, c'est des photos infrarouges pour voir s'il y a des points chauds, etc., etc. Ça, c'est la photo du tableau de bord, donc c'est un écran, un de plus, mais bon, à un moment donné, il faut arriver à gérer intelligemment les technologies. Voilà, ça vous montre les températures, ça rentre dans la machine à 35 degrés, ça finit à 40 degrés, 42. Ça vous montre chaque rack, ça consomme, chaque nœud, chaque composant, on sait ce qu'on consomme. À la fin, ben, vous voyez, la machine maximum 1,5, elle est à 610,70 dans cet exemple-là. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi en tant que directeur, c'est d'afficher les euros dépensés chaque heure. 200 € à l'instant T, toutes les heures, mais c'est toutes les heures de l'année, jour et nuit. Hein. Donc, à la fin, ça fait une grosse facture. Conclusion. De l'abondance et de l'insouciance, pour reprendre les mots d'un président de la République, aux sobriétés, il faut y arriver. Le monde numérique n'est pas immatériel. J'espère que vous avez compris ce concept. Et cette réalité physique a des impacts énergétiques, environnementaux et sociétaux. Le numérique est remède et poison, et donc affaire de dosage, en distinguant utile et futile, réel et virtuel. C'est des défis, des menaces, mais énormément d'opportunités pour des ingénieurs. Voilà. Donc, à vous d'être créatifs,
À vous d'imaginer des solutions. J'ai cité Tuffery, mais il y en a dans tous les départements. Donc ça, c'est le côté rassurant de l'affaire. Distinguer aussi les enjeux, les émotions, la raison. C'est toujours difficile. Le débat sur l'IA a été, je veux dire, des débats comme ça, on en a eu avant, hein. Il n'est pas nouveau, mais il y a eu beaucoup d'émotions. L'IA va nous remplacer, l'IA, ok, il faut se poser. D'abord, c'est quoi l'IA? C'est quoi les IA génératives? Est-ce qu'il y a une intelligence? Pas du tout. Voilà, si vous voulez des exemples, je vous en donnerai. Et donc, voilà, c'est aussi le rôle d'ingénieur de comprendre ces technologies, leurs avantages, leur impact et leurs limites, parce qu'on est dans un monde fini. Voilà, alors pourquoi j'ai remis ça, je ne sais pas. Oui, ben, simplement pour rappeler qu'on a franchi 4 portes. Une sur l'histoire, depuis 5000 ans. Une sur le monde actuel, voilà, qui vous environne. Une autre sur le côté obscur de l'affaire. Une autre sur tout ce qui vous attend, c'est fabuleux. Vous avez 5 ans ici à passer avec les meilleurs spécialistes. Voilà, donc c'est aussi une question. Si vous voulez, il ne faut pas croire qu'il va y avoir des enseignements spécialisés sur chaque sujet. Non, chacun d'entre vous doit se poser ces questions dans sa filière avec ses enseignants. Voilà, et je termine par, j'ai rajouté 3 boutons dont vous avez le choix, enfin la société a le choix, dans nos usages. Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut freiner? Donc ça, c'est le vert et le rouge. Ou est-ce qu'il faut réguler? Et je pense que la sagesse aujourd'hui pousserait à mieux réguler certains de nos usages. Je parle là, évidemment, du monde numérique. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie.